de la Banque française mutualiste. Avec nous, Dominique Boulier, vous êtes sociologue, linguiste, professeur des universités en sociologie à l'Institut d'études politiques de Paris et auteur de l'ouvrage Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux. Alors j'avoue que quand on a parlé de ce programme, toutes les personnes à qui on a donné le thème de votre carte blanche ont dit waouh, quel sujet. On est au cœur du sujet d'actualité, on est au cœur des enjeux de la période notamment. Voilà, vous avez carte blanche pour nous dire ce que vous en pensez et essayer de nous faire prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Merci pour cette invitation dans ce forum, ces villes Internet là, qui me tiennent à cœur, puisque j'ai aussi, moi, eu l'occasion d'avoir des responsabilités dans ce domaine-là. Donc ça m'intéresse beaucoup et c'est un thème de recherche sur lequel je travaille depuis très très longtemps, de l'époque du Minitel, vous voyez. Donc, alors, si Jean-Paul Terme reprend la main, j'aurais pu faire un jeu de mots en disant reprendre la main sur le digital, puisque le digital, vous savez, c'est le doigt. Alors donc, reprendre la main sur les doigts, on dirait, tiens, il y a un problème là. Effectivement, on a sans doute perdu quelque chose. On a perdu ce doigt là aussi. Et on a finalement besoin désormais de changer de régime de gouvernement, d'une certaine façon, du numérique. Parce qu'il faut bien le dire, pendant les 10 dernières années, nous avons été dans une sorte de Far West, carrément, où les plateformes sont devenues toutes puissantes. Les données personnelles ont été captées sans règles, même si le RGPD est arrivé effectivement à partir de 2018. Et puis, on a eu des cours de bourse et une profitabilité extraordinaire de ces mêmes plateformes. Et du coup, face à cela, les États se sont trouvés un peu démunis, voire même quelquefois passifs, etc. Donc la question qui est posée désormais, c'est comment est-ce qu'on peut reprendre la main, et j'y reviendrai en 3 temps. Un premier temps qui sera bien centré sur l'attention et justement sur ces questions des plateformes de réseaux sociaux, mais j'étendrai ça aux questions des villes plus généralement, parce qu'on a le même problème. Ces plateformes-là jouent désormais un rôle dans la gestion des villes qui mérite d'être pris en compte. Alors voilà le tableau qu'on peut avoir désormais de ce paysage médiatique qui est donc fait de médias sociaux désormais. C'est celui-là qui s'impose désormais, où on a l'impression d'avoir une foire à l'expression et qui est en réalité plus qu'une expression, c'est surtout un apprentissage de l'exposition de soi, d'une part, et puis un apprentissage aussi de la réaction systématique à toutes les stimulations. Et c'est sur ces 2 points-là, effectivement, qu'on peut considérer qu'il y a un changement de modèle attentionnel collectif et que cela, ça affecte beaucoup d'éléments de notre vie collective, de notre vie publique. Désormais, villes et villages d'Internet, si vous n'êtes pas sur tous ces réseaux-là, sur toutes ces plateformes, eh bien, vous n'existerez plus. Voilà un petit peu la pression qui est derrière nous. Il y a toujours un citoyen qui passera en disant « Mais quoi, je ne vous ai pas trouvé sur, allez, mettons Twitch. » Bon, voilà. Vous voyez, mais attendez, on prend le temps d'y aller une par une. Mais non, il est soi-disant obligatoire d'y être présent. Je dirais que c'est un peu, en quelque sorte, une forme de tyrannie de la réputation dans laquelle nous vivons, qui est née, ne l'oublions pas, avec le mode de rémunération de tout l'Internet, qui est un mode de rémunération publicitaire et qui intéresse bien entendu les marques. Et à partir de ce moment-là, on essaye, bien entendu, quand on est une marque, de se rendre visible le plus possible, et d'utiliser les plateformes pour ça. Et les plateformes elles-mêmes se sont conçues pour ça, ont été conçues de cette façon-là. Mais ça s'étend désormais aux institutions et voire même aux individus qui doivent gérer leur réputation et s'afficher en permanence. Or, il faut bien le dire, il va falloir l'admettre, et c'est pas si facile que ça, d'admettre qu'il n'y a aucune obligation, aucune nécessité d'apparaître absolument sur toutes ces plateformes, si ce n'est cette peur de devenir invisible parce que les autres y seraient, donc il faut absolument y être. Et en réalité, la plupart du temps, ce à quoi on pense, c'est qu'il faut y être présent pour notre visibilité. Auprès de qui? Des investisseurs. Alors vous me direz, oui, mais non, les petites villes, ça ne les intéresse pas. Eh bien si, au bout du compte, c'est notre réputation auprès, pas forcément des grands investisseurs financiers, mais de l'ensemble des grandes firmes, d'une part, de ceux qui vont offrir de l'emploi, mais aussi aux yeux de ceux qui financent une commune, qui vont la soutenir, et elle va gagner en visibilité. L'important de cette mutation-là, eh bien, c'est qu'on aboutit à une collectivité générale à haute fréquence
qui était déjà sensible dans cette image que je présente d'un travail de chercheur en 2009 à propos de la campagne électorale Obama, où on voyait déjà le rythme de propagation des citations pendant la campagne électorale. Vous voyez à peu près ce qu'est le rythme de l'esprit public, je veux dire du débat y compris, ces pics systématiques et cette disparition immédiate du thème de débat qui est abandonné pour passer à un autre pic, etc. Alors vous imaginez maintenant ce qu'il en est dans notre situation actuelle. Notre attention est devenue hachée à haute fréquence par des sollicitations constantes qui nous poussent à réagir en plus. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement qu'on reçoit des signaux, mais on doit réagir, et on a du plaisir quelquefois d'ailleurs à réagir, et à propager à notre tour cette amplification de la focalisation de l'attention sur quelques éléments qui ne sont pas forcément les plus intéressants. Ça va être les petites phrases, les clashs, les moments qu'on sort d'une émission, etc. Vous voyez dans quel rythme nous vivons, et c'est cette accélération-là qui elle-même séduit aussi les politiques. Et à leur dépens quelquefois, il faut bien le reconnaître, parce que je pense que bien souvent, ils oublient de tourner cette fois leur souris ou leur pouce, on dira, avant de tweeter. J'ai même proposé à une époque que les élus devraient s'engager à ne plus être sur Twitter. Je ne dis pas les institutions, mais les élus, au moins, qu'ils n'y soient pas, pour qu'ils ne réagissent surtout pas. Parce que c'est effectivement, c'est une machine à réagir en permanence et qui finit par nous intoxiquer les uns et les autres. Pourquoi ? Parce que notre vie publique, notre débat public n'est pas vivable à un tel rythme. Et pourtant, en fait, on se rend compte que tout le monde s'y précipite dans cette grande peur réputationnelle que j'évoquais tout à l'heure, qui touche donc les marques, qui touche aussi la finance, mais qui touche aussi les entreprises, les institutions et les individus. Ça crée cet état de stress à court terme qui est extrêmement prégnant et qui nous empêche de consacrer du temps attentionnel à d'autres choses. Est-ce que ça a encore un sens ? Est-ce que ça a encore une utilité quand nous sommes actuellement confrontés à des grands enjeux, à des grandes mutations écologiques par exemple, sur le long terme, avec une complexité des dossiers, et qu'on se retrouve à discuter à coups de petites phrases et de réactivité à la seconde près. Vous voyez un petit peu, le contraste est terrible, c'est ce que j'ai appelé effectivement ce réchauffement médiatique qui est totalement inadapté pour traiter les questions du réchauffement climatique notamment. Alors du coup, reprendre la main, c'est d'une certaine façon préserver ce que j'appelle cet équilibre des régimes d'attention. Nous avons plusieurs façons d'être attentifs, et ceux qui voudraient s'y intéresser, vous trouveront ça dans le livre sur la sortir de l'emprise des réseaux sociaux, où je rentre plus en détail. Je présente 4 régimes que vous allez repérer assez facilement. Vous voyez bien qu'on a en fin de compte 2 régimes qui sont un peu classiques, qui sont d'un côté la fidélité ou la loyauté, c'est-à-dire c'est fait d'habitude. On va toujours voir la même chaîne de télé, on utilise les mêmes réseaux de transport, on voit les médias, on les sélectionne par habitude, mais c'est quelque chose qui fonctionne, y compris les marques d'ailleurs, on est habitué à nos marques, etc. C'est un régime attentionnel à faible coût, c'est très avantageux d'avoir des habitudes. Et de l'autre côté, on a un régime qui est celui de la projection, celui que j'appelle la projection, où on est en fin de compte, on doit se concentrer, faire un effort important. Alors celui-là, il est très coûteux, à l'inverse, mais c'est comme ça qu'on arrive à traiter certains problèmes, certains dossiers, etc. Ces 2 régimes-là, en réalité, c'est des choses qu'on a toujours fait d'une certaine façon. Les 2 autres aussi, alerte et immersion, mais en réalité, c'est ceux-là qui ont été les plus amplifiés par le numérique, notamment l'alerte, parce que justement, nous nous trouvons en permanence sollicités avec des notifications de tout type, et on doit réagir, et on doit être vraiment, ce qui est une qualité dans la vie ordinaire. Mais quand vous êtes systématiquement bombardé par ces notifications et que vous en laissez entraîner dans cette dynamique-là, vous voyez bien que vous n'avez plus le temps ni l'énergie pour vous occuper des autres dossiers ou des autres problèmes avec un autre type d'attention. Et puis le dernier, c'est l'immersion, qui évidemment a été mis en valeur énormément par les jeux vidéo, mais qu'on trouve aussi dans l'art contemporain, et qui est annoncé comme étant notre futur avec le métavers, qui a été annoncé par Zuckerberg. Vous voyez bien que ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui va capter complètement notre temps disponible, notre temps de cerveau disponible, comme on disait à l'époque des médias. Vous voyez. Alors j'ai proposé effectivement, pour reprendre la main précisément, non seulement ce tableau général, mais aussi des mesures très précises, très concrètes, parce que ça doit s'inscrire dans le code. Ce n'est pas seulement un discours général, ça doit aboutir à des transformations des plateformes, des algorithmes, des interfaces, etc. Donc faciliter l'accès au numérique, par exemple, et tout le monde, et la table ronde précédente l'a montré, c'est un souci. On essaye de faciliter l'accès numérique à toutes les populations. C'est une mission louable, bien évidemment.
Mais si c'est pour entraîner les gens à se retrouver captifs de ce type de réseau, là, ça mérite de se poser la question. Est-ce que l'on doit du coup mettre tout le monde, s'habituer à être pris dans ce cycle d'accélération et de sollicitation permanente? Est-ce qu'on y a vraiment gagné? Est-ce que du coup, nous n'avons pas formé aussi des citoyens d'une certaine façon dépendants à ces réseaux sociaux et à cette réactivité, alors qu'en réalité, on a besoin aussi, pas tout le temps, mais d'apprendre aussi à réfléchir et à prendre du temps, à débattre tranquillement de sujets qui deviennent de plus en plus complexes dans certains cas. La pensée en un tweet, c'est à peu près comme l'achat en un clic. Vous voyez, ça détruit à petit feu le consentement éclairé, dans le cas de l'achat en un clic, et le libre arbitre dans la pensée en un tweet, ou en un retweet même, plus il faudrait presque dire. Voilà. Donc c'est l'idée que j'ai proposé d'avoir des ralentisseurs, des contrôleurs de vitesse comme on a dans notre voiture, et puis aussi, et d'ailleurs pour des raisons de santé publique, puisque c'était un risque pour la vie, dans la vie en commun que l'on a sur les routes, ou bien des contrôleurs de chaleur comme on a dans nos maisons, parce que finalement, on est obligé aussi de petit à petit contrôler ce réchauffement médiatique. On parle souvent de l'échauffement des esprits. Eh bien, ce n'est pas faux. On a un peu cet effet qui est produit aussi par l'ensemble du système socio-technique et économique des plateformes. Or, le numérique peut aussi aider à réguler, peut aussi aider à s'auto-réguler d'une certaine façon. Et ça veut dire que concrètement, bien, si on a, alors là on a un petit exemple de ce que Google propose quand il faut un exemple du temps passé, mais comprenez bien que ce n'est pas seulement un problème de temps passé, c'est un problème de rythme, parce que notre attention est hachée par des sollicitations. Et ça, c'est plus grave, j'allais dire, et plus structurant de l'ensemble de nos activités désormais dans beaucoup de domaines. Et donc, on peut avoir, d'une certaine façon, on pourrait avoir des outils qui vous permettent de fixer des seuils, d'avoir un quota journalier de tweets, de retweets, de likes, de posts, etc. Et puis, si on dépasse, eh bien, on est bloqué jusqu'au lendemain. Alors vous me direz comment les plateformes vont accepter ça? Eh bien effectivement, si c'est un souci public, politique et sanitaire, eh bien ça suppose de l'imposer et d'obliger justement les plateformes à être responsables aussi de cela. Ça n'empêche pas la libre expression, le free speech parfait, mais pas le free reach. Le free reach, c'est cette expression qui consiste à dire je peux arroser tout le monde avec toutes mes réactions, avec tous mes posts, avec tous mes likes, etc. Cela, c'est quelque chose qui est dangereux pour tout le monde, qui intoxique d'une certaine façon tout notre système attentionnel. Je propose donc d'une certaine façon, et j'emploie une expression avec laquelle nous sommes désormais familiers tous, c'est effectivement qu'il faudrait couper les chaînes de contagion. Et couper les chaînes de contagion, ce n'est pas pour autant empêcher les gens de s'exprimer, mais de ralentir et de prendre un tout petit peu de temps pour savoir si vraiment ça vaut le coup de réagir dans ce cas-là. Et ça, c'est quelque chose que les villes, dans leurs activités, soit des élus, soit des administrations, soit de l'ensemble du rythme qu'elles donnent aux échanges, c'est aussi quelque chose qui mérite d'être pris en compte et qui peut-être peut faire l'objet d'une certaine régulation, autorégulation, on peut l'espérer, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Alors j'en viens plutôt aux villes, justement, et là pour faire un tableau où on remonte un peu plus dans un champ plus large, si vous voulez, c'est de bien comprendre à quel point la ville elle-même a muté, à partir d'une définition que Henri Lefebvre pouvait donner de la ville, qui était ces deux qualités de la ville, qui étaient la centralité, vous voyez en bas, et l'accessibilité. Eh bien, la centralité, c'est cette ville forte, sacrée, qui est le lieu du pouvoir, qui nous connecte aux ancêtres, aux dieux, etc. Et puis, la ville comme place de marché, l'accessibilité, c'est quelque chose qui a donné lieu à toute l'explosion, j'allais dire, presque, des réseaux routiers, de transport, de toute la logistique, etc. Tous ces éléments-là, ce sont ces deux points clés que Henri Lefebvre soulignait comme étant les qualités urbaines. Mais moi, j'en rajoute une troisième. Désormais, nous avons aussi une qualité en termes de connectivité. Et là, c'est la ville où il y a des données qui circulent, c'est la ville où il y a des opinions aussi qui s'expriment et qui font des mouvements d'opinion. Et la question qui est posée, c'est est-ce que nous sommes capables, quand on est en charge d'une ville, de prendre en compte aussi tous ces échanges qui ont un lien avec l'attention que je viens d'évoquer, et qui constitue d'une certaine façon une nouvelle couche qu'on pourrait, comme on parle dans les SIG, on pourrait avoir cette nouvelle couche, là où on décrit tout cela. Alors pour vous donner un exemple de ce que ça donne, eh bien vous avez Avignon comme ville forte par exemple, atypique, et puis Rungis dans la logistique, c'est pas la place de marché traditionnelle du marché médiéval, hein, c'est les plateformes de logistique. Et puis j'ai mis un tableau qui est un tableau de bord que l'on trouve désormais partout dans toutes les villes, etc. Et dans lesquels là on a agrégé non seulement les indicateurs classiques d'activité urbaine, mais aussi
un indicateur de l'humeur des londoniens, en l'occurrence, leur mood, comment ils sont sur Twitter, à quelle impression on peut en retirer à partir de leurs échanges de messages. Et vous voyez qu'on pourrait considérer ça comme étant une couche supplémentaire de gestion de l'humeur et de l'attention collective. Évidemment, on en est loin dans ce domaine-là, mais c'est un souci que petit à petit, toutes les villes finissent par avoir. Quelle est l'ambiance, quel est le climat, comme on dit. Vous voyez que c'est de ce point de vue-là une attention à l'état d'esprit mental partagé dans les villes. Donc toutes ces qualités-là sont aussi importantes les unes que les autres, et le problème c'est qu'il faut essayer de les recomposer pour éviter les excès, quelquefois, dans lesquels nous sommes partis. Est-ce que le numérique peut aider à cela? Eh bien, pour l'instant, je dirais que ce n'est pas du tout garanti. Et c'est pour ça que je fais ce petit tableau sur les données urbaines, parce que vous avez deux grands modèles qui ont été publicisés ou qui ont été vantés dans les 10 dernières années autour de l'idée de la Smart City, avec des offres de gestion des données urbaines, qui en réalité ont été vraiment ont émergé petit à petit, mais sont en panne d'une certaine façon. La première, c'est la Smart City, d'IBM City. Je l'appelle IBM City parce que c'est IBM qui l'a porté comme marque d'ailleurs au début, mais vous voyez que Dassault, Cisco, ZTE peuvent faire ça aussi, et qui fonctionne au modèle. Et en réalité, cette partie-là, eh bien, ça s'est arrêté parce que IBM a réussi à vendre ça à Rio de Janeiro, et puis après le reste, non. Parce que l'expertise urbaine, c'est autre chose. C'est bien plus compliqué que ces super centres de commande qu'ils pouvaient proposer. L'autre politique, c'est celle de Google, qui est tout à fait différente, et qui rejoint d'ailleurs des politiques différentes en matière d'intelligence artificielle. C'est cette partie de ce que j'appelle la Data City, où en fin de compte, on exploite les traces à partir des téléphones de tout le monde, et on propose des corrélations qui nous permettent d'ajuster des services au plus près de l'activité ordinaire des personnes. Et ce point-là, il a été considéré aussi comme un modèle prometteur. On voit bien, je vais en reparler un petit peu après, qu'il a échoué aussi à Toronto, et j'expliquerai la conséquence de cela. Donc si vous voulez, dans les deux cas, on a oublié deux choses. Le volet qui est à la droite, qui est sur la droite. Le premier, ce sont ce que j'appelle good old city, c'est-à-dire les boviennes habitudes avec ce que j'appelle des capteurs en personne. C'est-à-dire un élu, c'est un capteur. Un agent de l'administration, de la ville, le secrétaire de mairie, comme on disait tout à l'heure, ce sont des capteurs. Tous ces gens-là sont capables de faire remonter de l'information, de la traiter, de l'analyser. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas les disqualifier et il faut s'assurer qu'on les met dans la boucle d'une façon ou d'une autre. De la même façon, ce que j'appelle Wikicity, eh bien c'est une autre dimension où là maintenant, avec les outils numériques, on peut très bien développer des formes de coopération, de contribution des citoyens sous forme de plateformes coopératives. Donc on n'est pas condamné à avoir des grandes plateformes marchandes que l'on connaît, on peut avoir aussi des plateformes coopératives. Et là, c'est important du coup de les prendre en compte dans la boucle de conception des données d'elles-mêmes et des conceptions des services. Du coup, dans ce domaine-là, reprendre la main, le deuxième point, ça veut dire qu'on est capable de parler, quand on parle de smart, ben ça veut dire qu'il y a des intelligences. Et on reprend la main en redonnant de l'espace pour la diversité des intelligences et non pas en étant dans les rails de la promotion commerciale et technique d'une certaine façon, d'un push technologique qui s'affirmerait comme tel. Le bon sens en fait partie. Ben oui, quelquefois, oui, ça serait pas mal de revenir à des choses un peu plus basiques. Je ne vais pas glorifier le bon sens en tant que tel, mais de temps en temps, ça fait pas mal d'avoir des forces de rappel comme ça. Mais aussi les modèles. Les modèles, ça, c'est effectivement ce qu'on appelle plutôt l'intelligence artificielle symbolique, où on décrit le monde, on construit un modèle, et puis ensuite, on adapte le travail des services à ce modèle. C'est quand même ce qui se passe, qui est quand même une façon de concevoir la gestion urbaine. Et l'autre modèle, ce sont les corrélations, qui, elles, en revanche, a plus de rapport avec l'intelligence artificielle qu'on dit connexionniste. On récupère l'ensemble des données, des traces, et on teste des corrélations. Et du coup, on s'adapte et on offre des solutions qui vont être plus pertinentes. Mais il reste aussi l'intelligence collective. Là-dedans, on a toujours oublié cette intelligence collective qui a des propriétés compliquées à gérer pour les super systèmes techniques qu'on nous vend. C'est effectivement, elle est contradictoire. C'est-à-dire les gens ne sont jamais d'accord. Ah bah zut alors, ah bah oui. Mais c'est précisément comme cela qu'on fait avancer la discussion, la délibération sur des sujets. Elle est aussi coopérative, distribuée, elle permet de faire participer des compétences très diversifiées. Alors si je reviens un petit peu juste sur l'échec de Google à Toronto, quand ils ont, avec leur société Sidewalk Lab, proposé de gérer
notamment les transports, mais aussi d'ailleurs la distribution et l'usage des logements et des bâtiments, pardon, dans ce quartier de Sidewalk à Toronto, de Sidewalk de Front j'oublie le nom, c'est pas grave, ça va me revenir, juste qui est au bord du lac. Et bien tout ce quartier-là, effectivement, a été proposé à la gestion à travers la connaissance qu'ils ont des traces. C'était ça leur expertise, connaître toutes les traces d'activité et de comportement pour produire des schémas, des scénarios, des prédictions qui allaient leur permettre, par exemple, d'allouer la voirie à des usages différents heure par heure. Une voirie qu'on peut changer en passant des piétons aux cyclistes, aux bus, aux voitures autonomes, à tout ce que vous voulez. Tout cela était possible parce qu'ils connaissaient les données et les comportements de l'ensemble des utilisateurs. Et ça n'a pas marché précisément à cause de ça, parce que les citoyens ont trouvé que c'était abusif d'une part, et puis aussi parce qu'ils ont voulu, pour rentabiliser leur système, il a fallu qu'ils prétendent étendre la zone d'exploitation de ce système-là beaucoup plus largement. Donc ils ont commencé à essayer d'être des aménageurs urbains, mais là les élus n'ont pas voulu de ça, puisqu'ils ont choisi, eux, de reprendre la main, là aussi, dans ce cas-là. Et cela, c'est quelque chose qu'on peut trouver pour toutes les plateformes, si vous voulez. Toutes les plateformes, il faut bien en être conscient, et qui, elles, sont présentes un peu partout, dans toutes les échelles de ville, quasiment. Pas toujours au même niveau, mais d'une façon ou d'une autre, elles tendent à se diffuser un peu partout. Toutes ces plateformes génèrent leurs revenus à partir de leur apprentissage, à partir de la captation des traces de comportement que l'on a, que produisent les habitants, les utilisateurs ou les consommateurs, ça dépend comment on peut les appeler. Et vous voyez qu'on est dans la situation où bientôt Uber ou Waze, par exemple, seraient dans la position de connaître tellement bien les principes de fonctionnement des déplacements urbains qu'ils seraient ceux qui vous proposent de faire leur plan de déplacement urbain à la place des services des villes et des élus, puisque eux auraient testé toutes les corrélations entre les traces innombrables qu'ils ont récupérées, et ils pourraient générer donc le modèle optimal. Alors optimal, selon quelle grandeur, c'est ça le problème, vous entendrez partout quand on fait de l'intelligence artificielle, on optimise tout le temps, dans les bases de données en général. Mais on optimise au nom de quoi? Ben voilà le problème, c'est que du coup on est obligé d'expliciter le critère pour que ça commence à avoir du sens pour les villes. Donc ce qui se passe quand on finit par déléguer à ces plateformes l'ensemble de nos savoirs, de nos savoir-faire et de nos traces, eh bien on se retrouve, et je le présente un peu pour le gag, mais c'est un peu quelque chose qui est assez amusant, quand on perd la capacité, par exemple, qu'on a apprise, qui a demandé du temps, mais quelquefois qui finit par être importante, à s'orienter soi-même, eh bien on suit Waze, et puis on se retrouve maintenant, et c'est le cas à d'Anvers, là, on se retrouve dans les champs parce que tout le monde a suivi et se retrouve coincé dans une solution qui n'a absolument rien d'optimal dans ce cas-là. Donc c'est un peu le problème dans ces cas-là. Dans ces situations-là, on finit par désapprendre. Parce qu'on suit ces recommandations-là sans être capable même de débrayer, de se dire mais je pourrais quand même reprendre mon bon sens, en l'occurrence, qui dit non mais je sais comment c'est, je peux m'orienter un petit peu quand même. Donc là, il y a quelque chose qui ne colle pas, vous voyez. Ça veut dire, ça aussi, reprendre la main. Débrayer, ça ne veut pas dire ne pas les utiliser, mais être capable de débrayer quand c'est nécessaire et de ne pas en être captif. Donc, en réalité, je pense avec cette image-là, nous avons un peu la métaphore de la crise climatique, celle qui repose sur notre foi aveugle dans les solutions techniques. Et c'est cet aveuglement, et pas tellement les techniques, c'est l'aveuglement qui nous mène dans le mur. Parce qu'on a tellement délégué que finalement, on se retrouve incapable d'en débrayer et de décider des finalités et de la valeur des recommandations qu'on peut nous proposer. Et ce à quoi on assiste, effectivement, c'est ça ce problème, c'est ce que j'appelle donc reprendre la main. Le troisième point, c'est que Shoshana Zuboff, qui a écrit un bouquin sur le capitalisme du surveillance, mais un des points importants dont on ne parle pas assez, c'est qu'elle a mis en évidence que nous n'étions plus seulement dans une société où il y a un problème de division du travail, division of labor, mais désormais on a une division of learning, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises, éventuellement de certaines couches sociales, qui apprennent de tout ce qui se passe, de tout l'ensemble des événements et l'ensemble des traces que l'on récupère, et qu'il y a une forme de division de ce point de vue-là, parce que certains autres n'apprennent pas. Et donc vous voyez un petit peu le problème, à chaque fois qu'on a une application qu'on met en œuvre, y compris la plus petite, il s'agit à chaque fois de se poser la question de qui réellement va apprendre, qui va garder les données, qui va les interpréter, qui a les compétences pour le faire.
toutes ces questions-là, il faut se les poser à chaque fois. Parce qu'au bout du compte, il y a une déperdition d'expertise qui peut être très grave et qui peut entraîner précisément cette toute-puissance des plateformes qu'on voit déjà d'une certaine façon. Et puis surtout, en même temps, une perte de savoir, de savoir-faire, de confiance en soi même. On parlait tout à l'heure des gens qui n'ont pas confiance en eux pour aborder les systèmes numériques. Ben voilà le problème. Quand on finit par s'habituer à le déléguer, on finit parfois par perdre confiance aussi dans ce domaine-là. Donc on est capable à ce moment-là soit de refuser, soit de concevoir le système à nouveau pour ce que j'appellerais le réencastrer dans les organisations, dans leurs principes, dans leurs valeurs, dans leur façon de fonctionner, pour ne pas prendre les choses sur l'étagère telles qu'elles sont, mais être capable de les obliger à rentrer dans les principes qui sont celles d'une collectivité territoriale, par exemple. Donc c'est jamais la technique qui devrait effectivement dicter nos formes d'organisation, ni les finalités, mais si on laisse faire ça, effectivement, à ce moment-là, ce n'est pas les applications en tant que telles, mais c'est les finalités qui sont encastrées, qui sont encapsulées dans les applications qui finissent par gouverner celles des entreprises et pas du tout celles des citoyens. Donc il faut pouvoir faire un diagnostic de ces systèmes, il faut donc être vigilant et être capable d'être attentif à la façon dont tout cela a été conçu. Mais du coup, se pose la question de savoir qui va le faire, et c'est le point sur lequel je voudrais terminer. C'est effectivement que nous avons donc un enjeu de compétences dans les collectivités ou au niveau de l'État pour attirer et conserver suffisamment de compétences de haut niveau pour ne pas être dépendant de ces grandes firmes numériques qui, effectivement, admettent, en réalité, vous voyez, Google et IBM admettent qu'ils ne comprennent pas grand-chose à l'urbain, parce qu'en réalité, c'est bien plus complexe qu'un Airbus, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais ils sont capables d'apprendre aussi très vite, parce qu'elles ont toutes ces sources de données là. Donc comment, si on reste chaque ville dans son petit coin, évidemment, on va avoir du mal à se dire je vais embaucher les meilleurs ingénieurs, etc., et faire le diagnostic sur les systèmes qu'on me propose, mais collectivement, il doit être possible d'organiser d'une certaine façon des institutions qui vont valoriser ces compétences-là et les partager pour être capable de ne plus rester dans cette dépendance et dans cette division de l'apprentissage. Et là, vous voyez, on a parlé beaucoup de formation tout à l'heure. Là, je parle d'une formation de haut niveau, mais on peut l'étendre un peu partout. Comment, à l'occasion du numérique, non seulement on se facilite la vie, bien évidemment, mais en même temps, on apprend. Et on est sûr que tout le monde apprend. Et tout le monde apprend pas au même rythme, certes, mais que tout le monde apprend un minimum pour garder la main. Et en l'occurrence, là, pour la reprendre, la main. Voilà, merci, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, qui est dérivé, bien entendu, de ce thème de l'attention et des réseaux sociaux. Je suis allé bien au-delà, puisque je m'adresse à des gens qui aiment et pratiquent la ville. Voilà. Reprendre la main, je pense que c'est l'élément important sur lequel vous terminez et qui peut être un bel élément d'ouverture pour la discussion qui peut y avoir en ce moment sur le direct, sur le site internet de Ville Internet sur lequel vous nous suivez. Florence Poznanski, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les échanges qu'il peut y avoir à la fois sur le direct du site et sur Twitter dont on vient de parler et qui est aujourd'hui un outil qui nous sert à converser avec le hashtag le mot dièse Ville Internet 2022. Oui, alors justement, je vais me permettre aussi de reprendre des commentaires qui sont arrivés sur la fin de la première table ronde, mais en fait qui sont vraiment liés, puisque on parlait à la fin de la première table ronde des questions de la culture numérique, et du coup, des collectivités qui nous suivent ont parlé justement de l'importance de la formation et aussi du rôle de l'éducation nationale dans ce domaine. Donc c'était un peu par ça que vous avez terminé votre intervention, mais apprendre comment et comment, en termes d'une politique nationale, on intègre justement cette vision d'une citoyenneté numérique qui s'apprend en termes de culture et dès le plus jeune âge. Et une question aussi qui nous vient de la mairie de Buc et qui faisait partie aussi des questions que j'aurais voulu vous poser. Vous avez parlé dans le début de votre intervention de l'enfermement numérique, de la difficulté de ces bulles numériques qui nous empêchent finalement d'avoir un débat public sain. On sait qu'il y a effectivement une agitation de la part des usagers, mais on sait aussi qu'il existe des bots, des robots et beaucoup d'argent aussi qui contribuent à travers des algorithmes justement à construire cet effrénement numérique. Et donc, que dire de ces algorithmes qui aujourd'hui
définissent aussi finalement les lignes de notre débat public, comment les réguler. Il y a des discussions à l'Assemblée sur l'ouverture, par exemple, des codes de ces algorithmes. Qu'en pensez-vous? Alors sur les questions de formation, tout d'abord, je pense il y a certainement un rôle de l'éducation nationale et des formations, alors là de très haut niveau, ou pour la question que j'évoquais à la fin, pour qu'on continue à avoir un bon niveau de formation d'ingénieurs et surtout qu'on soit capable de les capter et de les garder par la suite. Il faut être conscient d'une chose, c'est que petit à petit, tous ces ingénieurs qui sont formés à un haut niveau ne sont plus forcément ceux qui vont sauter sur tout ce qui bouge en matière de solutions numériques ou de firmes dans lesquelles ils souhaitent être embauchés. Il y a aussi un souci de sens de ce qu'ils font qui se répand petit à petit, et le fait qu'un certain nombre d'entre eux n'ont plus du tout envie d'aller travailler chez Facebook. Je peux vous dire que c'est has-been complètement de ce point de vue-là. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que petit à petit, aussi ils se rendent compte qu'ils ont une forme de responsabilité, et donc on peut aussi les attirer dans des optiques qui vont être plus orientées service public, qui vont être orientées bénéfice des citoyens a priori. Évidemment, on a ce problème des rémunérations qui est toujours un fossé considérable, mais si on arrive à mutualiser, à travailler dans ce sens-là pour s'assurer que ces coûts-là soient partagés et non pas seulement dépendants des capacités financières de quelques-uns, qui au bout du compte ne seraient pas nombreux dans l'état des finances publiques. Donc il faut effectivement trouver le moyen de le faire. Ça, c'est au niveau supérieur. Le reste, c'est un enjeu de formation technique généralisée. Moi, j'ai travaillé en Suisse pendant un certain temps à l'EPFL, et donc je suis d'ailleurs en train de revoir tout le plan de formation, je suis en charge de cela pour le canton de Vaud, de revoir tout le plan de formation numérique, et qui comprend justement un numérique associé aux enjeux de responsabilité, etc. Depuis les petites classes même, autrement. Eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'il y a la nécessité de s'appuyer sur une culture technique vraiment diffusée un peu partout, qui est présente beaucoup plus en Suisse qu'en France, hein, ça c'est clair, hein, du point de vue technique. Donc ça veut dire que cet enseignement-là, il doit être aussi valorisé. Donc ça, c'est aussi un enjeu pour l'éducation nationale. Mais pour le reste, l'éducation nationale ne pourra pas tout faire quand même. Il y a bien des choses sur lesquelles elle ne pourra pas intervenir, et notamment parce qu'il y a d'une part que j'appelle plus une fracture scolaire. Tous les problèmes que l'on a d'accès à l'Internet sont très souvent des problèmes de niveau scolaire, donc qu'on reproduit par la suite. Et donc, il y a des générations qui n'ont pas eu accès à tout cela, et donc du coup, on a aussi une fracture générationnelle. Donc, il faut se donner les moyens, justement, de diffuser, de proposer un accompagnement qui, comme ça a été dit tout à l'heure, ne peut pas reposer seulement sur une personne ou un spécialiste, etc. Il faut être capable non seulement de le diffuser parmi l'ensemble de ceux qui ont un contact direct déjà avec le public, mais aussi de prendre en compte le fait qu'il y a des citoyens ordinaires qui ont des compétences et qui sont volontaires pour participer à cela. Donc, qui sont dans leurs associations, qui ont constitué des réseaux et qui peuvent faire une forme de coopérative, j'allais dire, mais si vous voulez, d'assistance, d'ange gardien. À une époque, on parlait de ça aussi, où on aide quelqu'un de son voisinage, et avec cela, on est sûr que le tissu social est bien maintenu, si vous voulez. Si on reprend un petit peu le thème du sens que revêt le fait de travailler au sein des collectivités locales sur ces sujets-là. Vous disiez que ce n'est pas toujours évident et qu'il faut faire de la formation et réussir à attirer quelque part les compétences dans les collectivités locales. Je crois que, et c'est ce que vous disiez sur le fait que Facebook, travailler pour Facebook, ce n'est plus dans le vent aujourd'hui. En revanche, travailler pour le service public et travailler pour les collectivités locales sur ces questions d'urbanisme et sur ces questions très transversales, aujourd'hui, ça prend de plus en plus de sens. Et je discutais il y a quelques semaines pour une interview pour Ville Internet avec Sabrina Bans, qui est la DPD de Carpentras et qui arrive du privé, qui a travaillé pendant de nombreuses années dans le privé. Quand je lui ai demandé mais pourquoi faire le passage entre le privé et le public, pourquoi venir travailler dans une collectivité locale après avoir travaillé dans le privé, c'était premièrement pour le sens de son travail, c'est-à-dire à quoi je sers tous les jours quand je vais au travail. Et elle savait qu'elle servait à l'intérêt collectif en participant, en faisant sa mission, et en plus sur des sujets extrêmement transversaux, ce qui était quelque chose de passionnant pour elle. Donc je pense qu'on peut miser sur cette intelligence aussi des professionnels dans ce secteur.
Et on peut également miser sur des outils. Je pense aussi, alors on n'en a pas beaucoup parlé là c'était pas l'objet de votre intervention, mais toute cette surchauffe des réseaux sociaux entraîne également beaucoup de désinformation, de mauvaises informations. À Ville Internet, on a travaillé sur un outil qui s'appelle Source de confiance, qui a été lancé en 2020, qui est un outil, une extension qui s'installe sur les moteurs de recherche, donc Google, Quant, etc., et qui permet de faire ressortir en premier les sources de confiance, c'est-à-dire les sites qui ont été vérifiés, les sites des administrations publiques ou des administrations publiques, universités, etc. Et donc l'agent dans sa petite commune, qui va faire une recherche sur un sujet et qui aura installé cette extension préalablement, saura que toutes les recherches qui sont marquées d'un V vert sont des recherches vérifiées. Et il ne pourra pas tomber sur des mauvaises informations en utilisant cet outil. Je pense que ça fait partie aussi des réflexions et du cheminement qui nous amène à redonner du sens et à reprendre la main. Reprendre la main, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Waze ne doit pas décider de la vitesse à laquelle doivent rouler les voitures dans la ville, mais plutôt la ville doit décider de la vitesse à laquelle doivent rouler les voitures et ainsi empêcher Waze de programmer son algorithme pour passer au milieu des villages. Je sais qu'il y a plusieurs villages ou villes qui font ça, qui diminuent la vitesse en cœur de ville pour que Waze arrête de préconiser cet itinéraire pour les personnes qui passent par là. Peut-être Florence, je ne sais pas s'il y a encore des remarques sur Internet ou alors je redonne tout de suite la main. Alors, il y avait une question à laquelle je n'ai pas répondu qui était sur la question des algorithmes, sur le fait que en réalité c'est vrai que c'est là un des problèmes de reprendre la main, c'est là que la difficulté arrive. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'avec, notamment depuis 2012, on va dire très précisément, avec un certain type d'algorithme d'intelligence artificielle, on finit par avoir des systèmes qui deviennent de plus en plus opaques. Donc, y compris pour les marques d'ailleurs, qui continuent à placer leurs produits dans une espèce de bulle de la publicité en ligne, sans savoir réellement ce que ça va donner en retour, et sans savoir comment les enchères sont calculées, et pourquoi c'est placé là et pas ailleurs, etc. Donc là, on a un vrai problème qui est lié au fait que la puissance de calcul est supposée justifier à peu près toutes les décisions qui sont prises, et donc on accepte même cette opacité-là. Donc la question est posée, et on l'avait évoqué tout à l'heure, effectivement, c'est de dire comment est-ce qu'on peut petit à petit obliger à réexpliquer ou à rendre plus explicites les algorithmes. Alors il y a une limite quand même, c'est-à-dire que je pense qu'y compris en intelligence artificielle, on va être obligé de dire à un moment, il va falloir s'arrêter, c'est-à-dire un certain nombre de couches dans les réseaux connexionnistes, eh bien, on est obligé de s'arrêter à un certain point, parce que de toute façon, après, on ne peut plus les rendre interprétables pour les informaticiens eux-mêmes. Et donc, on est obligé d'avoir d'autres intelligences artificielles qui expliciteraient les algos des intelligences artificielles. Vous voyez un petit peu la boucle dans laquelle on est. Donc là, il y a un vrai problème de contrôle démocratique, de reprise en main de tout cela, à un niveau, mais qui est un niveau international et pas d'une ville, d'une commune, etc. Donc la question, c'est plutôt comment, au niveau local, comment est-ce qu'on est capable, une fois qu'on a commercialement ou en termes de services et pour des services publics, on a une offre d'outils de ce type-là qui nous annonce pouvoir faire des recommandations beaucoup plus fondées parce qu'elles sont techniquement fondées sur ces types d'algorithmes-là, comment est-ce qu'on est capable d'obliger ces fournisseurs-là à les expliciter, à expliquer les principes, même si au bout du compte, il y a certaines choses qui vont rester dans l'ombre, et comment est-ce qu'on a l'expertise en face pour le faire. Si on accepte cette opacité totale, eh bien évidemment, comme je le disais, on va reconduire ces déséquilibres et ce déséquilibre de l'apprentissage que j'évoquais. Et là, c'est assez grave, parce que derrière, dans tous les choix qui sont faits, vous évoquiez celui de Waze, mais c'est valable pour tout un tas d'autres applications, il y a un certain nombre de principes, de façons de fonctionner, même les ERP classiques, à la limite de l'ensemble de ce qu'on peut avoir dans toutes les entreprises, eh bien, il y a un certain modèle de gestion et de management qui est incorporé dans les algos. Et donc, quelquefois, vous n'arrivez pas à l'extraire, mais quelquefois, il faut être capable de pouvoir dire non, nous fonctionnons d'une façon différente, nous fonctionnons d'une façon spécifique, et nous voulons exiger, nous avons le droit et le pouvoir de l'imposer. Donc ça, c'est très important de ne plus accepter cette forme de fatalité qu'il y a dans le fait que tout le monde fait ça, et donc on est obligé de suivre précisément parce que toutes les autres communes ont fait ça. Eh bien non, il faut à un moment pouvoir les remettre en discussion
Et ça suppose cette expertise interne, c'est ça qui est compliqué. Sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on pourrait rentrer plus en détail sur les types d'algorithmes qu'ils utilisent, mais effectivement, la particularité, c'est quand même qu'ils mobilisent massivement ces traces-là et qu'elles ne sont, on ne s'en rend pas compte, d'une part, hein, que tous les likes, les actions qu'on peut faire, mais aussi le temps passé sur une page, mais aussi le type de réseau qu'on a mobilisé, etc. Tout cela est exploitable et constitue une source d'apprentissage pour mieux placer des publicités et surtout les valoriser commercialement. Donc ça, c'est quelque chose qui, de fait, ne permet pas une reprise ni par quand on parlait de collectivité, mais même par les individus, ils ne peuvent pas non plus les reprendre en main et organiser leur espace. On a l'impression d'avoir son compte Facebook. En réalité, c'est Facebook qui vous balance ce qu'il veut, à peu près dans l'ordre qu'il veut, et vous avez beaucoup de mal à comprendre exactement comment il le fait, même si vous rentrez dans les paramétrages et que vous voulez décider un certain nombre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui désormais devient de plus en plus suspect, de moins en moins acceptable, mais comme ça suppose une énergie assez incroyable pour se lancer dans le contrôle de tout ça, la solution de facilité, c'est de dire, bon, bah, je laisse faire, et puis c'est bon, quoi. Et donc, même dans le RGPD, je clique « accepter tout », et puis voilà, quoi. Alors qu'il y a « continuer sans accepter », quand les sites sont correctement faits. Donc, continuer sans accepter, c'est aussi possible. On a quand même ouvert une porte là de libre arbitre, j'allais dire, mais quelquefois, on se dit, allez, je laisse tomber aussi. Donc, oui, il y a encore à nous aussi de faire le pas supplémentaire pour que ça fonctionne, quoi. Tout à fait. Florence ? Alors, le débat continue sur notre réseau, sur la plateforme de diffusion du direct dont je ne citerai pas le nom. Il y a à la fois des discussions sur effectivement le paradoxe entre la limitation de l'usage des grandes plateformes et aussi la nécessité de continuer à alimenter la participation citoyenne. On l'a dit tout à l'heure, la dématérialisation, c'est aussi un outil qui peut permettre de créer une autre forme de participation, donc à travers les budgets participatifs, dits numériques, etc., ou bien d'autres espaces. Certains usagers peuvent arriver à s'exprimer, donc quel est le juste milieu? Une question aussi assez intéressante sur les terminologies des mots de la mairie de Grasset qui pose la question s'il n'y a pas une ambiguïté entre la technique et la technologie. En termes de sémantique, surtout par rapport à la politique gouvernementale, où est-ce qu'on en est? Et justement, si on pousse un petit peu la réflexion sur la reprise en main, donc les que faire, les outils. On a parlé donc de la nécessité de reprendre en main le pouvoir de décision, mais du coup, d'un point de vue bien des plateformes sociales, Maxime Morel, qui est correspondant de l'association Ville Internet dans les Hauts-de-France, nous pose une question très intéressante sur quelle est la possibilité qu'on aurait aujourd'hui de créer un propre réseau social des territoires, qui soit local ou national. Et d'ailleurs, je pourrais pousser aussi la question un peu plus loin sur un autre univers qui est un petit peu plus connu aujourd'hui, qui est par exemple celui des logiciels libres, puisque en termes de reprise de main, on a aussi effectivement la nécessité de sortir des logiciels propriétaires. Mais si on reste sur les plateformes sociales, c'est vrai qu'on est sur un paradoxe intéressant, puisqu'on pourrait effectivement d'un côté se dire créons notre propre réseau. Il y a des expériences peut-être au niveau international, il y a d'autres expériences alternatives type diaspora qui existent, et en même temps toujours la peur que finalement il n'y aura personne qui va l'utiliser peut-être, et donc va-t-il être utile? Quelles sont les réponses que vous pouvez apporter à ces questions? Alors c'est vrai que c'est un des soucis à la fois du gouvernement américain et de l'Europe aussi, le fait que ces plateformes, et notamment en matière de réseau social, sont devenues tellement puissantes qu'elles ont tué la compétition et que de fait, pour un réseau, évidemment, on parle d'utilité en termes économiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'intérêt pour n'importe quel utilisateur d'aller plutôt sur un réseau où il a beaucoup de monde et donc beaucoup plus de chances de trouver des gens qui lui ressemblent et qui l'intéressent que sur un réseau confidentiel. Donc l'amorçage d'un nouveau réseau, c'est extrêmement compliqué. Alors moi, je participais à ce que fait Jimmy Wales, celui qui a fondé Wikipédia et qui a créé le VT Social, qui est un réseau social en tant que tel. Si vous ne le savez pas, ça existe. Et là où, effectivement, par exemple, il n'y a pas de réorganisation par l'algorithme du fil d'actualité, du fil de votre propre compte. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez les choses qui s'affichent de façon chronologique, tout simplement. Et donc, vous pouvez au moins les retrouver, puisque maintenant, sur Facebook, vous avez même du mal, quelquefois, à retrouver ce que vous voyez. Donc, c'est un élément intéressant dans le design lui-même. On peut tester des choses. Mais le problème sur un réseau comme cela, alors c'est vrai que c'est encore pire avec Diaspora, qui a
quasiment échoué, hein, d'une certaine façon, on peut le dire. Il y a d'autres, comme Mastodon, qui regroupent les gens qui sont un peu fans du libre et qui arrivent à vivre, mais il faut avoir un peu cette culture-là, parce que c'est quand même un peu particulier comme style d'interaction. Mais OVT Social a cette fonction-là, et en réalité, on voit bien que l'amorçage est très compliqué, parce qu'il faut qu'il y ait petit à petit de plus en plus d'utilisateurs et qu'il y ait une motivation pour le faire. Si on se dit c'est juste, par exemple, les collectivités qui prennent ça en responsabilité, on se dirait mais de quoi elles se mêlent en gros, quoi? Pourquoi est-ce qu'elles se mettraient à organiser ça? Pourquoi il y aurait un public particulier pour ça? On peut imaginer des communautés, des formes de discussion qui vont être spécialisées dans certains domaines et qui pourraient du coup avoir leur plateforme, mais vous voyez bien que c'est toujours difficile de passer d'une plateforme à l'autre avec des formats, des interfaces différentes, etc. Donc il y a un coût d'accès à une nouvelle plateforme qui est toujours un frein pour un certain nombre de gens. Donc c'est pour ça qu'y compris, vous évoquiez la question sur les questions de participation et des plateformes participatives. Je pense que ceux qui ont tout à l'heure évoqué d'ailleurs ces idées de participation, il y a des architectures open source d'outils de participation qui existent. Il y en a une quantité assez incroyable, mais il y en a une qui est fameuse, qui est Decidim, qui est tout ce réseau de plateformes d'origine espagnole, enfin hispanique. Et donc tout cela, là, il y a des architectures qui ont été inventées pour justement répondre à ces questions d'encouragement de la participation, qui n'est pas un réseau social, qui n'est pas la même chose que les plateformes commerciales qui ont été dérivées, parce que ces réseaux sont nés dans les années 2000, mais à partir de 2009, ils ont été monétisés et ils ont été totalement réorganisés petit à petit pour faciliter le placement publicitaire. Donc là, on est dans des optiques totalement différentes. Mais je pense que ça, c'est une bonne idée quand même. C'est-à-dire qu'on exploite une infrastructure qui, petit à petit, finit par devenir un standard, j'allais dire, pour l'ensemble des villes et qui ne demande pas un coût de développement extraordinaire. Et pour chaque problème, pour chaque moment de concertation, on peut réexploiter ce savoir-faire. Donc là, on apprend collectivement, on apprend petit à petit, on capitalise sur ce qu'on a fait, et c'est très important. Et du coup, on conforte l'indépendance des villes face à des offreurs de plateformes qui seraient, là encore, supposés vous dire qu'il n'y a qu'une solution, c'est celle-là, et vous êtes obligé d'y passer, et en plus c'est totalement opaque, etc. Non, là on a de l'open source, des choses qui sont déjà testées ailleurs et qui méritent d'être pris en charge. Mais ce ne sont pas des plateformes de réseau social, ne confondons pas les différentes fonctions. On y revient sur reprendre la main, finalement, toujours. Voilà. Et reprendre la main, pas reprendre en main. Parce que, évidemment, reprendre en main, ça fait un peu disciplinaire comme ça. Même si, au bout du compte, ça veut dire qu'évidemment, il faut tordre le bras un petit peu quand même des plateformes, c'est vrai. Mais c'est surtout reprendre la main pour soi, pour gagner en compétences et gagner en expertise et être sûr de pouvoir contribuer et l'orienter dans le sens qui est celui que les élus veulent, et du coup les citoyens aussi, et pas seulement parce que ça nous est arrivé comme la solution fatale qu'on devrait adopter à tout prix. Tout à fait, et je pense que ça se joue aussi beaucoup sur, vous en parliez tout à l'heure, mais sur les questions des données, et de la donnée, de l'exploitation et de la captation. À un moment donné, votre propos m'a amené cette question, est-ce que les collectivités doivent faire le tri, comment faire le tri pour une collectivité entre les bonnes données qu'il est utile et respectueux de capter pour l'intérêt, la réponse est dans la question, pour l'intérêt général de leurs citoyens et citoyennes. Est-ce qu'il y a des bonnes données et comment faire en sorte que les collectivités se dirigent vers ça plutôt que vers ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de lancer des filets par des sociétés qui ramassent tout et au milieu de tout ça et sortir quelques éléments qui peuvent nous intéresser. Alors, il faut bien voir à quel point il y a une différence de culture du point de vue de la donnée entre ce que des services urbains peuvent faire, et maintenant à un très bon niveau, domaine par domaine, y compris on leur reproche d'être en silo d'ailleurs, oui, mais enfin bon, on gère quelquefois des métiers qui ont des obligations, donc on ne peut pas tout corréler comme cela. Donc c'est vraiment une culture très différente, des données qui sont stables, qui ont leur régularité selon les capteurs qu'on mobilise. On a des captations tous les jours, ou bien, mais enfin c'est pas un flux continu, parce qu'il n'y a pas besoin d'ailleurs la plupart du temps. Et puis la culture des plateformes du type Google, qui effectivement récupère en permanence vos activités à partir de sources qui sont très hétérogènes, mais notamment des applications que vous utilisez dans l'écosystème Google, dont la géolocalisation est la clé, puisque les Google Maps, c'est quand même pas rien, c'est quand même très important pour leur propre
pour tester beaucoup de corrélations. Et à partir de là, ils sont capables d'en faire du coup des interprétations, des prédictions, pardon, même plus que ça, des prédictions, ce qui n'est pas forcément l'objet d'ailleurs de ce que les collectivités veulent faire. Je veux dire, bon, elles n'ont pas forcément envie de faire ce genre de choses. On pourrait se dire, tiens, mais oui, mais les collectivités pourraient aussi dire, ben, je veux comprendre un peu mieux, comme je disais tout à l'heure, l'ambiance dans ma ville, donc récupérer les opinions, et puis voir les déplacements finement, parce que maintenant, c'est pas seulement ceux que je récupère quand je fais mes calculs de déplacement au feu rouge, etc. Je veux avoir en permanence tous les déplacements. Bah, écoutez, oui, il y a certainement des possibilités d'avancer dans ce sens-là, mais alors là, les exigences seront beaucoup plus élevées en termes de, comment dire, de respect des données personnelles, donc d'obligation de déclaration qu'on collecte ça, et de validation des finalités. Est-ce que vraiment ça a une utilité, et pour quelles raisons, dans quelles limites, etc. Ce que ne se pose jamais comme question Google. Je veux dire, c'est pas toutes ces plateformes. C'est-à-dire, on y va, on récupère, et puis on verra bien d'ailleurs, et puis on teste, etc. Et en attendant, on n'a pas. Ils savent qu'ils vont vendre en plus. Alors l'important, c'est cela, c'est qu'au bout du compte, dans tous les cas, l'idée, c'est de proposer un supposé pattern, comme on dit, dans lequel on pourrait placer des publicités au bon endroit, etc. Ce qui, en plus, n'est pas démontré en termes de rentabilité pour les annonceurs. Ça, c'est ça qui est un peu phénoménal, c'est qu'il y a vraiment un effet de bulle qui va sans doute finir par exploser. Le plus tôt serait le mieux, mais en attendant, c'est quand même assez invraisemblable. Mais ce n'est pas du tout ce qu'une collectivité locale a envie de faire. Donc on a éventuellement, dans certains domaines, peut-être la capacité à développer des applications où on traite le comportement plus fin des citoyens, mais justement, comme c'est des citoyens, et pas des consommateurs ou des cibles de la publicité, il faut les traiter comme des citoyens. Donc à ce moment-là, on s'interdit certaines choses. Et oui, et alors tant pis, on va dire oui, mon père en efficacité, en optimisation, oui, mais ça dépend pourquoi et quelle est la pertinence et quels sont les choix qu'on doit faire. Ça, c'est une vraie discussion politique qui mérite justement de dire on n'a pas les données en général, la traçabilité en général, toujours plus de traces c'est mieux, etc. Non. C'est au cas par cas qu'on discute. Et pour ça, il faut les instances pour cela. Alors, c'est bien parce que la collectivité territoriale, il y a en général un espace où on arrive à peu près à avoir une interconnaissance suffisante et à organiser des espaces de débat. Est-ce que ces sujets sont vraiment présents dans les instances ? Est-ce qu'on débat de l'objectif final de la mise en place de ces outils ? Ça commence à venir. Moi, j'étais sollicité par la ville de Rennes qui fait un comité du numérique responsable. Bon, voilà, ça en fait partie des choses comme cela. Donc, il y a des idées comme cela où on n'est pas seulement en train de décider l'acceptabilité des choses, mais de décider les finalités des choses. Pourquoi ? Donc, voilà, pourquoi est-ce qu'on prend ces décisions-là et le fait qu'on pourrait faire autrement. Oui, donc si on peut faire autrement, autant en discuter. Évidemment, ça va être éventuellement plus coûteux, plus long, etc. Mais à ce moment-là, on est quelquefois dans la situation où on se dit, écoutez, finalement, on ne va pas le faire. Oui, on ne va pas le faire. Et alors, c'est pas mortel. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on ne fait pas parce que éthiquement, c'est pas acceptable, parce que politiquement, à un moment donné, c'est pas acceptable, parce que économiquement, on n'a pas les ressources. On trouvera un moyen de faire autrement. Et donc, il n'y a pas, là encore, de fatalité. Il faut réintroduire ce débat-là à chaque fois. Mais évidemment, ce sont des arènes un peu compliquées parce que ce n'est pas seulement un débat polémique sur la 5G ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans les spécifications techniques. Il faut rentrer dans pourquoi on choisirait ceci ou pas autre chose. Et autre chose, c'est une exigence, ce qu'on appelle de démocratie sociotechnique, qui est quand même un peu plus compliqué que seulement dire je mets des gens à parler d'eux, vous avez parlé, merci, au revoir, le train continue à passer, pour reprendre votre analogie. Non, mais ici, la question du technique et politique est évidemment déterminante, et je pense que ça fait le lien, ce que vous disiez, finalement, entre la première table ronde sur la dématérialisation et le sens, pourquoi on le fait, pour qui et comment, avec la prochaine table ronde qu'on va aborder juste après sur le numérique sobre, voilà, que toutes ces données qu'on génère, qu'on stocke, tout ça est énergivore et cette question-là doit aussi être intégrée dans la réflexion que vous veniez d'avoir. Ce sont tout un tas de sujets qui sont d'ailleurs repris dans un article du Monde qui couvre aujourd'hui, qui vient d'être publié sur lemonde.fr sur notre cérémonie et les débats qu'on peut avoir ici qui permettent aussi de lier un petit peu tous ces sujets et qui devraient aider les élus qui nous suivent à prendre un petit peu de recul et aussi, je l'espère, à obtenir des outils de réflexion et d'action
C'était le sens de cette carte blanche pour pouvoir agir sur leur territoire. Merci beaucoup, Monsieur Merci Boulier. pour cette invitation et cette discussion. Nous vous retrouvons dans une minute pour la table ronde suivante, notre grand débat sur la sobriété numérique. Le temps pour vous de faire une toute petite pause, mais de nous revenir parce que je pense que ce débat sera particulièrement intéressant. À tout de suite.